Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. L'alliance entre les présidents du PPSCI et de GPS, Laurent Koudou-Babo et Guillaume Kigbafori Soro, peut-elle renverser la vapeur de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? Dans les faits, il y a maintenant 2 à 3 semaines que l'opinion politique ivoirienne, l'opinion politique africaine, l'opinion politique internationale, c'est que les partis politiques du PPACI, les peuples africains de Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, et de GPS, Génération et Peuple Solidaire, du président Guillaume Kigbafori Soro, se sont officiellement rapprochés dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, lancé par le doyen de l'opposition ivoirienne, l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo. D'un point de vue officiel, c'est fait. Les formations politiques qui ont rejoint le mouvement Trop c'est trop, sont désormais dans le champ de la bataille politique des alliés. Mais il faut rappeler que le mouvement Trop c'est trop est construit sur une base large. Il s'agit de mettre fin à l'exclusion politique en Côte d'Ivoire, exclusion politique incarnée par l'exclusion électorale, mise en œuvre par la dictature impénitente d'Alassane Dramane Ouattara. En effet, M. Ouattara Dramane confisque actuellement les listes électorales ivoiriennes. Il confisque actuellement la commission électorale ivoirienne. Il confisque actuellement l'institution judiciaire ivoirienne qu'il a soumise à ses desiderata. M. Ouattara confisque actuellement les forces de défense et de sécurité qu'il a mises au service de sa gloire et de son destin personnel de président à perpétuité autoproclamé. M. Ouattara contrôle avec sa famille et une oligarchie de prébendiers les caisses de l'État de Côte d'Ivoire qu'il utilise urbi et orbi en fonction de ses desiderata. La Côte d'Ivoire, actuellement, est une nation capturée par l'oligarchie néocoloniale d'Alassane Dramane Ouattara, soutenue tout naturellement par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental et les alliés du Moyen-Orient, autant du néocolonialisme français que de l'impérialisme occidental. C'est pour mettre un terme à ce rapport de force défavorable au peuple de Côte d'Ivoire et favorable à l'oligarchie kleptocratique du RHDP que le président Laurent Gbagbo a lancé le mouvement Trop c'est trop. Et c'est dans le même objectif que le président Guillaume Soro a décidé de rejoindre avec notre mouvement ivoirien Générations et Peuples Solidaires le mouvement Trop c'est trop. Mais, dans les circonstances actuelles, une question brûle inévitablement toutes les lèvres. Est-ce que cette alliance entre le PPACI et GPS, est-ce que cette alliance tient debout? Est-ce que cette alliance tiendra debout? Mieux, est-ce que cette alliance va pouvoir rendre au peuple de Côte d'Ivoire ce qui lui a été volé en réalité depuis la pseudo-indépendance de 1960, à savoir sa souveraineté? Voilà la question que votre serviteur affronte aujourd'hui. Je commencerai dans un premier moment par examiner les raisons que beaucoup avancent pour ne pas croire en cette alliance. Dans un second moment, je montrerai que ces raisons ne tiennent pas debout et que cette alliance peut tenir debout, doit tenir debout et va tenir debout. Je dis bien peut tenir debout, doit tenir debout et va tenir debout pour libérer la Côte d'Ivoire.
C'est seulement après cette démonstration dialectique que je vais donner mes conclusions à la question qui est posée. L'alliance Gbagbo-Soro va-t-elle libérer la Côte d'Ivoire? Va-t-elle mettre fin à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? J'affirmerai la thèse de ma certitude que c'est ce qui va arriver, avec encore beaucoup plus d'emphase après la démonstration. Car vous êtes ici sur les plateformes du docteur des preuves, celui qui avance en prouvant et en éprouvant ce qu'il dit. Si l'ambition de cette émission, une fois de plus, vous intéresse, je vous invite à la partager, à la protéger. Je vous invite chacune et chacun à écrire Good Live pour faciliter l'intégration de l'émission dans les plateformes des réseaux sociaux internationaux. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier moment. Qu'est-ce qu'on dit contre l'alliance Gbagbo-Soro? Quelles sont les raisons pessimistes? Quels sont les arguments avancés par ceux qui ne croient pas en cette alliance? Les pessimistes, ceux qui ne croient pas ou qui ne veulent pas de l'alliance entre le PPACI et GPS dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, avancent les arguments suivants. Premier argument, l'alliance entre Soro et Gbagbo ne peut pas marcher parce que Guillaume Soro a combattu, y compris par les armes, le régime du président Laurent Gbagbo. Et la chute du régime du président Laurent Gbagbo n'aurait pas été aussi facile à obtenir si Guillaume Soro ne s'était pas rangé du côté d'Alassane Dramane Ouattara, de la France et des Nations Unies, manipulé par la France, en 2010, lors de la crise post-électorale. Mieux, le même argument précise que, en 2002, Guillaume Kibafori Soro, à la tête de la rébellion du MPCI, qui allait devenir les Forces Nouvelles, a mené une offensive militaire contre le régime du président Laurent Gbagbo, et que ces deux faits historiques suffisent à rendre impossible et inenvisageable une alliance véritable entre ces deux hommes politiques. Ça, c'est le premier argument. L'argument de l'histoire. Il y a un deuxième argument. Notez bien les arguments. L'argument de l'histoire conflictuelle entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Argument cristallisé autour des événements de 2002 et de 2010-2011. Ça, c'est l'argument 1. Des pessimistes. Et ces pessimistes, ils sont de tous les bords. Il y a des pessimistes au sein de la galaxie du président Laurent Gbagbo. Il y a des pessimistes au sein de la galaxie du président Guillaume Soro. Il y a des pessimistes qui sont plutôt des militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de Côte d'Ivoire. Il y a des pessimistes dans tous les bords. Et ça, c'est leur argument. Deuxième argument en défaveur de l'alliance entre le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro, c'est que le président Laurent Gbagbo comme le président Guillaume Soro sont séparés par leurs ambitions respectives. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo veut à nouveau être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et le président du GPS, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, cherche le même but. Donc, les pessimistes disent que dès lors que, en réalité, chacune des deux personnalités politiques envisage de prendre le pouvoir d'État, de l'exercer en tant que président, ils ne peuvent pas s'entendre. Car ils s'entendraient si, dès maintenant, ils étaient d'accord pour ne défendre qu'une seule candidature et se battre pour que cette candidature soit incluse aux élections et que l'opposition unie ainsi avance avec certitude. Donc, on va appeler le deuxième argument l'argument de la concurrence politique en vue du pouvoir d'État. Les pessimistes disent que dès lors que Laurent Gbagbo est en lutte pour être admis comme candidat et pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, dès lors que Guillaume Soro est en lutte pour être candidat et pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, alors les deux
ne peuvent pas s'entendre puisque le pouvoir ne se partage pas. Il se prend et s'assume. On va appeler ce deuxième argument l'argument de la concurrence ou de l'ambition politique. Très bien. Enfin, il y a un troisième argument. C'est un argument que j'ai entendu, que j'ai lu en écoutant les uns et les autres. Ceux qui pensent que cette alliance ne doit pas tenir avancent l'argument selon lequel il ne faudrait pas qu'on continue le cycle des alliances et des désalliances. Que ce cycle des alliances et des désalliances, eh bien, ne peut rien apporter de bon à la Côte d'Ivoire. Il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Ouattara. Ensuite, il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Babou, entre le président Babou et le président Ouattara, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Babou, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Ouattara et le président Bédié, puis des alliances. Il y a eu alliance entre Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Guillaume Soro, puis Alassane Ouattara, puis des alliances. Et donc, les théoriciens de ce troisième argument disent que la succession d'alliances et de renversements d'alliances n'annonce rien de bon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise dans le piège des ambitions d'une classe politique hyper narcissique qui ne veut pas laisser émerger de nouveaux visages, qui ne veut pas laisser émerger un souffle neuf, un vent nouveau, permettant de tourner la page des rancunes et des règlements de compte des héritiers, des successeurs de Félix Houphouët-Boigny et même de ses adversaires. On va appeler ce troisième argument l'argument de la fatalité. Ça ne peut pas marcher, puisque dans tous les cas, on a vu que tout a déjà été essayé et ça n'a pas marché. On va appeler ce troisième argument l'argument de la fatalité. Bon, je crois que j'ai amplement balayé les trois principaux arguments qu'avancent ceux qui sont contre et qui croient en tout cas que cette alliance ne va pas marcher. Mais j'ajoute un quatrième argument. Le quatrième argument, on peut l'appeler l'argument de la force. Une force qui est attribuée à Alassane Dramane Ouattara, à tort ou à raison. Selon cet argument, Alassane Ouattara est trop fort. Et que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, cela ne pourra pas empêcher Alassane Dramane Ouattara, le dictateur ivoirien, de les écraser. Donc, l'alliance entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne marchera pas nécessairement. Pourquoi? Parce que de toute façon, il sera vaincu. On va appeler donc ça l'argument stratégique. D'un point de vue stratégique, Alassane Dramane Ouattara manifestement contrôle l'armée, il contrôle la police, il contrôle les renseignements. Alassane Ouattara contrôle les régies financières de l'État, il contrôle la diplomatie, il contrôle les médias publics. Alassane Dramane Ouattara tient une clientèle énorme avec l'argent public détourné. Alassane Dramane Ouattara est trop puissant, dit-on, il ne peut pas tomber. Et donc l'association Soro-Gbagbo est vouée, pour ainsi dire, à être une association de losers. On va appeler cela l'argument stratégique. Est-ce que c'est bon? J'espère que j'ai balayé tous les arguments des pessimistes, de ceux qui ne croient pas en cette alliance, dans cette première partie. Et j'ai expliqué en quel sens ils ne croient pas en cette alliance, dans cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais montrer que les 4 principaux arguments contre l'alliance sont des arguments faibles. Ils ne tiennent pas debout. Bien au contraire, eh bien, il y a de la ressource pour que cette alliance soit la solution pour mettre fin à la domination d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire à partir de cette année 2025. Continuez à partager ce programme. Nous allons passer à la deuxième partie. L'antithèse. Je vais montrer que c'est faux. Mon cher camarade, le Zouzou Soro de Gangaba, l'homme d'Italie, soit salué. Salutations à tous nos camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Fraternelles salutations au leader de GPS, l'ancien Premier ministre
et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, notre frère, le chef Bogota, Guillaume Kibafori Soro. Salutations aux camarades du PPACI. Salutations chaleureuses et distinguées à son Excellence, le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, doyen de la résistance politique ivoirienne contemporaine. Tenez bon, Monsieur le Président. Donnez l'émission dans tous les réseaux. On va passer à la deuxième partie. L'antithèse. Deuxième partie de notre réflexion. Pourquoi, au contraire, nous sommes optimistes et nous pensons que l'alliance entre le président Laurent Gbagbo du PPACI et le président Guillaume Soro de GPS, cette alliance va tenir. Pourquoi est-ce que nous le pensons? Souvenez-vous, le premier argument contre l'alliance, c'était l'argument de l'histoire. L'histoire conflictuelle entre les deux hommes, avec les événements de 2002 et les événements de 2010-2011. L'avantage que nous avons en 2025, c'est que les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 1990, en 1992, en 1993, en 1995, en 1999, en 2000, en 2001, en 2002, les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 2010, en 2011, les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 2020, toutes ces raisons maintenant sont connues et comprises par toute la population. Elles sont mieux connues et comprises par la population qu'elles ne l'étaient. Lorsque les conflits de 90, de 92, de 93, de 95, de 99, de 2000, de 2001, de 2002, de 2010, de 2011, de 2020 ont éclaté. En effet, le conflit politique ivoirien a deux racines. Une racine interne qui avait été aggravée par la manipulation de la question de la nationalité ivoirienne, de la question de l'identité ivoirienne. Une manipulation politique savante, orchestrée par Alassane Dramane Ouattara. Il a fallu du temps aux Ivoiriens de tous les bords, même aux observateurs politiques, pour comprendre jusqu'à quel niveau Alassane Ouattara avait manipulé la question de l'identité en Côte d'Ivoire. C'est la problématique interne. Et puis, la problématique externe du conflit ivoirien, c'est la volonté du néocolonialisme français de maintenir la mainmise sur son précaré ivoirien et de continuer à bénéficier majoritairement de la richesse des populations, la richesse des terres, des airs, des mers de Côte d'Ivoire. Deux sources du conflit. À l'intérieur du pays, la crise identitaire. À l'international, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, qui ont toujours tenu à maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire des hommes de paille, devant servir préalablement les intérêts français, les intérêts occidentaux, avant les intérêts africains, les intérêts ivoiriens. Bon. Je prends l'aspect interne. Sur le plan interne, au début des années 90, la population de la Côte d'Ivoire s'était littéralement multipliée par 10. Et la crise économique, notamment celle de la commercialisation des matières premières de la Côte d'Ivoire, avait mis l'État de Côte d'Ivoire en difficulté. Cet État n'était plus capable de faire face à la demande sociale de sa population qui s'était multipliée. Et comme il n'avait pas réussi à franchir le pas décisif de l'industrialisation maximale de son économie, cet État s'est retourné vers les grandes usines capitalistes internationales du FMI et de la Banque mondiale pour pouvoir être renfloué et fonctionner. Voilà dans quel contexte Alassane Dramane Ouattara a été coopté comme Premier ministre de Côte d'Ivoire pour administrer à la Côte d'Ivoire les solutions néolibérales, ultralibérales de la France, du FMI et de la Banque mondiale.
afin de permettre à cet État de faire face à la demande socio-économique qui avait augmenté et dépassé la capacité de production nationale. Voilà comment Ouattara vient. Or, quand lui, il vient, alors qu'il est recruté sur la base du principe qu'il se serait un bureaucrate, un technocrate, un excellent connaisseur des mécanismes financiers, économiques, bancaires, internationaux, Alassane Ouattara, lui, va développer un autre plan. C'est de se constituer une base politique en Côte d'Ivoire à travers la manipulation de la question de l'identité ivoirienne. En effet, quand un pays entre en crise économique, quand un État a du mal à assurer ses charges, cet État aura tendance à voir naître en son sein des personnes qui pensent que les prestations de l'État doivent être réservées aux véritables nationaux préalablement. Les périodes de crise sont des périodes propices à la xénophobie. Parce que lorsqu'on ne parvient plus à bien fonctionner dans son pays, eh bien, le premier réflexe que l'être humain a, c'est de pointer l'étranger. Ce n'est pas seulement vrai en Afrique, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique, c'est vrai en Asie. La tentation était donc forte de dire que la solution à la crise socio-économique de la Côte d'Ivoire des années 80-90, c'était que l'État se recentre sur les nationaux. Mais en se recentrant ainsi sur les nationaux, l'État s'exposait à être perçu comme un État discriminatoire, un État d'exclusion. C'est cela qu'Alassane Ouattara va exacerber en créant la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. Il l'a créée en 1991. Grâce à la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui prétend que c'est pour faire rentrer un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, alors que l'argent de cette carte de séjour ne représente rien par rapport aux besoins de l'État de Côte d'Ivoire des années 90-91, Alassane Ouattara en fait en profite pour semer la zizanie au sein de la nation ivoirienne. La quête légitime de l'identité ivoirienne, la réflexion légitime des intellectuels ivoiriens pour définir une identité commune, qu'on a appelée l'ivoirité, sous la plume d'un Nyangoran Porquet, cette réflexion est détournée par Alassane Ouattara. La question de l'ivoirité, qui relevait de la métaphysique culturelle, de la réflexion des chercheurs ivoiriens sur ce qui fait finalement le point de rassemblement des peuples de la savane, des peuples des montagnes de l'Ouest, des peuples du centre, des peuples de la lagune. Hein? Ce qui fait le lien entre tous ces peuples-là et qui était recherché par les sociologues, les philosophes, qui était recherché par les artistes, les poètes, par les romanciers de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va le détourner. En instaurant la carte de séjour des étrangers ivoiriens, Ouattara sait très bien que les contrôles de police, les contrôles de gendarmerie dans la circulation vont confondre de manière très récurrente en raison de l'identité de patronyme des Ivoiriens avec les étrangers maliens, les étrangers burkinabés, les étrangers guinéens, les étrangers sénégalais, les étrangers ghanéens. Alassane Ouattara en est conscient. Il a fallu du temps pour qu'on se rende compte que c'était son plan. Lorsque cette pression sur l'identité, l'appartenance à la nation, se poursuit par ce qu'on a appelé la politique de l'ivoirisation des cadres, une ambiance délétère va naître dans la nation ivoirienne. C'est dans cette ambiance délétère qu'Alassane Ouattara a constitué en réalité son bastion politique. Car il enchaîne dans la foulée. Alors que c'est lui qui a créé la carte de séjour pour diviser les Ivoiriens des non-Ivoiriens et faire passer certains Ivoiriens pour des non-Ivoiriens, en particulier les Ivoiriens du Nord, parce qu'un Fofana du nord de la Côte d'Ivoire s'appelle Fofana, comme un Fofana du Mali, comme un Fofana du Burkina Faso ou comme un Fofana de Guinée. Quand il va créer cette confusion dans le pays, Alassane Ouattara se précipite pour le deuxième acte de sa manipulation. Il va lancer la Charte du Nord. La Charte du Nord, c'est un document proclamant la volonté de séparation de la partie nord du pays par ceux qui se sentent confondus avec les étrangers dans le cadre du contrôle au patronyme et même parfois au faciès ou même carrément le contrôle au boubou qui commence à se multiplier dans le pays. C'est Alassane Ouattara qui crée la dissension, la discrimination envers les Ouest-Africains en Côte d'Ivoire et c'est encore lui qui crée la Charte du Nord pour protéger, prétend-il, en effet, ceux-là même qu'il a frustrés.
les nordistes. Ça, c'est typiquement la grande manipulation de Ouattara. Il a fallu du temps à tout le monde pour comprendre cela. Si vous regardez bien, le PDCI-RDA du président Bédié va tomber dans le panneau de Ouattara. Quand le PDCI lance en même temps sa politique d'ivoirisation des cadres, il ne se rend pas compte qu'il vient d'alimenter Alassane Dramane Ouattara. Il vient de donner à Alassane Dramane Ouattara un moyen supplémentaire de s'ancrer dans le pays. On arrive dans les années 95. Alassane Ouattara passe un accord politique, le RDR de Ouattara passe un accord politique avec le FPI du président Gbagbo, dans le cadre qu'ils ont appelé à l'époque le Front commun. Et à cette occasion-là, Alassane Ouattara se présente comme l'emblème, le personnage emblématique des exclus du Nord. Et le président Gbagbo, qui, par panafricanisme, est sensible à cette argumentation, soutient Alassane Ouattara. Mais oui, le président Gbagbo soutient Alassane Ouattara jusqu'à renoncer à l'élection présidentielle de 1995 pour montrer à Alassane Ouattara sa loyauté. À l'époque, le président Gbagbo dit, si un ancien premier ministre du président Houphouët-Boigny ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle dans ce pays, la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo sacrifie la présidentielle 95. Lui qui a affronté à 45 ans, en 1990, feu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Laurent Gbagbo sacrifie sa présidentielle 95 au nom de l'alliance avec Ouattara. C'est qu'en 95, il n'a toujours pas vu qu'en fait Alassane Ouattara est en train de manipuler l'identité ivoirienne pour pouvoir lui s'imposer aux Ivoiriens. Si le FPI a pu signer cette alliance, c'est parce que le jeu de Ouattara n'était pas encore vu. Ce jeu-là qui va aboutir au coup d'État de 99, qui va aboutir à la transition militaire avec le général Gueye, ce jeu-là, chacun aura le temps où il comprendra le jeu. Or, entre-temps, Alassane Ouattara s'est déjà installé dans le paysage politique comme le représentant des exclus du Nord. Il s'est déjà installé dans le paysage politique comme celui qui incarne cette tolérance à l'étranger africain, hein, qui est désormais une tolérance devenue rare dans le champ politique ivoirien. C'est comme ça qu'il s'installe. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va diviser également la jeunesse ivoirienne. La méthode qu'il a utilisée par la carte de séjour, par la charte du Nord, par l'alliance du Front républicain, la méthode qu'il a utilisée pour infiltrer la transition, pour contrôler le coup d'État militaire de Robert Gueye et le télécommander. Cette méthode, il va l'utiliser pour le contrôle du mouvement de jeunesse. Car, en effet, cette frustration que certains Ivoiriens ressentent dans le pays, elle est ressentie même dans les mouvements politiques de jeunesse. Et elle se traduit par la montée en méfiance entre les camarades de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro se retrouve aux côtés du RDR d'Alassane Dramane Ouattara à partir de 2000, c'est précisément parce que la manipulation qui a commencé depuis 1989 au moins, 90, cette manipulation vient d'atteindre la jeunesse. Alassane Ouattara n'a pas de mal à faire comprendre que on a organisé toute la politique ivoirienne contre lui. D'autant plus que, en 2000, l'article 35 de la Constitution, forgé sous le général Robert Gueye, est fait contre Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas de mal à expliquer aux Ivoiriens originaires du Nord, comme Guillaume Soro, que si lui il est exclu, eux ils ne seront pas inclus. C'est la même manipulation qui continue. Et donc, il faut que vous compreniez que la crise intérieure en Côte d'Ivoire, la manipulation de l'identité ivoirienne, est quelque chose qui a roulé dans la farine toute la classe politique ivoirienne. Et il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire qui ne sache comment Alassane Ouattara a manipulé les Ivoiriens. Comment il a manipulé la question de l'identité. Tout le monde en a été victime. À commencer par le président Houphouët-Boigny. Il était vieillissant. Mais il n'a pas vu comment Ouattara, à partir de la carte de séjour de 91, avait commencé à troubler le pays. Il n'a pas vu comment la charte du Nord était l'émanation de Ouattara. Il n'a pas su l'arrêter. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas vu qu'Alassane Ouattara, avec ce thème de « on m'exclut, on ne veut pas de moi parce que je suis musulman, parce que je suis du Nord », il n'a pas vu qu'Alassane Ouattara était en train de diviser la nation ivoirienne. Quand il passait l'accord de 95 avec lui, il pensait sincèrement que Ouattara était un technocrate élevé à la démocratie américaine et qui venait apporter sa compétence pour le pays et qu'il fallait faire preuve vraiment de tolérance et de clémence. Il n'a pas vu ça.
Guy Robert même n'a pas vu. C'est quand Alassane Ouattara s'est retourné contre lui, après l'avoir utilisé comme façade du coup d'État de 99, que Guy s'est mis à sentir qu'il y aurait un problème avec Ouattara. Guillaume Kibafori Soro, qui était secrétaire général de la FESI à un moment donné, et donc l'une des figures les plus influentes du mouvement de jeunesse de Côte d'Ivoire qu'on n'ait jamais connu, Guillaume Kibafori Soro, à l'intérieur de la FESI, a à gérer précisément cette même manipulation. Et il ne voit pas. Il ne voit pas en 2000. Il ne voit pas en 2000-2002 qu'Alassane Dramane Ouattara, en effet, est en train de manipuler l'identité. Il s'en rendra compte à partir, je pense, de 2007, lorsqu'il essuie des tentatives d'assassinat fomentées par des éléments de la rébellion au service de Ouattara. Donc, il faut que tout le monde s'accorde ici sur un fait. La manipulation de l'identité ivoirienne pour diviser la Côte d'Ivoire, c'est l'opération par laquelle Alassane Ouattara est entré en politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus personne de sérieux ne peut dire qu'il ne sait pas comment Ouattara est venu. Donc, Alassane Ouattara ne peut plus tromper quelqu'un en utilisant la question identitaire. C'est pour prouver qu'il a bien compris cela que le président Guillaume Soro est l'un des premiers hommes politiques ivoiriens à avoir demandé la libération des prisonniers politiques du FPI et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'une des raisons qui ont coûté cher à Guillaume Soro dans sa relation à Ouattara, et nous étions, nous, conseillers spéciaux de Guillaume Soro quand il était président de l'Assemblée nationale, c'est que Guillaume Soro a appelé très tôt à la réconciliation, ayant pris conscience, entièrement conscience de toutes les manipulations dont les Ivoiriens avaient été victimes de la part de Ouattara, y compris lui-même. Allez lire le discours du 3 avril 2017 de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale. Ce discours, c'est la partie visible des rencontres directes entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara pour lui demander de libérer les prisonniers du FPI, lui demander de laisser Laurent Gbagbo rentrer pour que le pays se développe harmonieusement. On ne peut pas en exclure une partie. La crise entre Soro et Ouattara, cette crise vient du fait que Guillaume Soro refuse d'être manipulé encore contre la Côte d'Ivoire. Avec le président Guillaume Soro, nous avons procédé à une analyse patiente de la manière dont Alassane Ouattara nous a tous manipulés. Comment il a manipulé Houphouët-Boigny? Nous, on connaît. Comment il a manipulé Laurent Gbagbo? On connaît. Comment il a manipulé Robert Gueye? Nous, on connaît. Comment est-ce qu'il a manipulé Henri Konan Bédié? On connaît aussi. Comment il a manipulé le mouvement de jeunesse estudiantine de la Côte d'Ivoire? Ça, là, on connaît. On a analysé cela patiemment et le président Guillaume Soro s'est engagé, étant Premier ministre, dans ce qu'il a appelé le pardon et la réconciliation. Et quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, c'est le thème majeur de sa présidence de l'Assemblée nationale. Un militant d'Alassane Dramane Ouattara, qui avait été envoyé dans un débat sur la télévision Africa 24 à Paris. Il s'appelle Tidiane Koné. C'est un membre du RHDP. Tidiane Koné a affirmé ceci. Guillaume Soro complote contre la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro prône le pardon et la réconciliation nationale. Il veut le retour des pro-Gbagbo. Il veut la sortie des pro-Gbagbo de prison. Il veut le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Guillaume Soro est contre nous. Voilà ce qu'a dit un cadre du RDR-RHDP en débat face à moi sur Africa 24. Il s'appelle Tidiane Koné. C'est ce qu'il a dit. Exprimant ainsi le fond de la pensée d'Alassane Ouattara. On était en 2017. Guillaume Soro n'avait pas encore démissionné de la tête de l'Assemblée nationale. À l'intérieur du RDR et du RHDP de Ouattara, c'était déjà la guerre contre Soro. Parce que Guillaume Soro a dit, on nous a suffisamment manipulés comme cela, nous devons rendre le pays à tous ses enfants. Il ne faut pas que nous quittions la terre, alors que nos frères qui sont injustement en prison, y sont. Nos frères qui sont injustement exilés, y sont. Parce que nous savons tous que nous sommes co-responsables de la situation de notre pays. De près ou de loin, nous avons manipulé ou nous avons été manipulés. Il faut maintenant rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, sur le chapitre de la crise interne, j'aimerais que vous compreniez que c'est parti à partir d'une analyse endogène, une analyse autonome, souveraine et libre. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a convaincu
le président Guillaume Kibafori Soro qu'il faut se battre pour libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, les compagnons attitrés du président Guillaume Kibafori Soro, nous avons forgé à ses côtés, avec lui, cette conviction. Et notre conviction n'est pas déterminée par les circonstances, mais par une analyse objective de l'histoire. Nous sommes vaccinés à tout jamais contre Alassane Dramane Ouattara et ses manœuvres. Nous ne nous soumettrons jamais plus à Alassane Dramane Ouattara et à ses manœuvres. Jamais plus. C'est chez nous quelque chose de sacré. Si Guillaume Soro a renoncé au strapontin de président de l'Assemblée nationale, si Guillaume Soro a renoncé à toutes les offres flatteuses qu'Alassane Ouattara lui a faites, c'est pour préserver son âme, après avoir sacrifié sa jeunesse et avoir participé à désorganiser son pays en croyant servir une cause noble. Alors que la cause qu'il servait est la cause du pire ennemi de la nation ivoirienne qui n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc c'est à partir d'une autocritique. Ce n'est pas la critique de nos camarades du FPI ou du PPACI. Non, c'est à partir de l'autocritique de Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons que nous sommes, que nous avons décidé de redresser le tir, de nous placer à l'endroit qui rassemble le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'axe de GPS, Générations et Peuples Solidaires. Ça, c'est l'aspect interne du conflit. Il faut savoir que Guillaume Soro et ses compagnons sont réconciliés d'abord moralement avec eux-mêmes dans le combat que nous menons contre Ouattara. Car nous avons pris la peine de le comprendre et d'assumer le désaccord avec lui. Guillaume Soro ne fait pas ce combat pour Laurent Gbagbo ou pour ceci. Il le fait pour la vérité, la justice et la solidarité. Il le fait pour que l'histoire retienne qu'il lui est arrivé de se tromper en s'associant à Alassane Dramane Ouattara en 2000, en 2002, en 2010, même 2011. Il lui est arrivé de se tromper. Mais il faut qu'on dise que Guillaume Soro, comme tout être humain conscient de ses imperfections, s'engagea dans la bataille pour redresser le tir et pour, en réalité, délivrer sa nation. Voilà, c'est dans cette dimension que nous sommes. La dimension du redressement de la patrie ivoirienne, de la restitution de la Côte d'Ivoire aux Africains. De Côte d'Ivoire. Mais il y a un deuxième aspect dans cette affaire. C'est l'aspect international de la crise ivoirienne. Je vous ai évoqué ça. Il faut que vous vous rendiez compte que même sur ce point-là, c'est par une démarche autonome, personnelle, que Guillaume Kibafori Soro s'allie aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Une démarche autonome, personnelle, de réflexion, de pensée, de décision. Prenons la France. On le sait très bien, la République moderne de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme et le néocolonialisme français. Le président Houphouët-Boigny avait le choix entre se faire éliminer, risquer de se faire éliminer par les colons français et au contraire négocier une indépendance sous haute surveillance avec eux. Avec le temps, et à travers son ami François Mitterrand, Houphouët-Boigny a négocié le virage qui a sorti le PDC-RDA de la gauche révolutionnaire panafricaniste pour en faire un parti de collaboration, de coopération avec la puissance française afin de construire pas à pas la Côte d'Ivoire moderne. C'est le choix de Félix Houphouët-Boigny. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pendant très longtemps, toute la classe politique ivoirienne a été dépendante positivement ou négativement de la France. Pourquoi? En raison de l'histoire. Lorsque Laurent Gbagbo est contraint à l'exil dans les années 80, où se rend-il? En France. N'est-ce pas? Où se constituent-ils ses premières amitiés internationales extra-africaines? En France, avec le Parti socialiste français. N'est-ce pas? Je vous parle là du président Laurent Gbagbo, de ses relations avec la France. Il la connaît très bien. Il y a étudié. Il y a forgé ses armes idéologiques dans le sillage de la gauche française. Parti communiste, Parti socialiste, les sociaux-démocrates, etc. Il y a même forgé son premier foyer. Il faut que les gens sachent que le président Laurent Gbagbo est loin d'ignorer ce que c'est que la France, où son propre père a combattu. Où son propre père a combattu. D'accord? Il connaît très bien le pays à partir duquel je vous parle. Et même dans les années 2000, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo est attaqué par la rébellion venue du Burkina Faso, appuyée par le Burkina Faso de Blaise Compaoré, le premier réflexe du président Laurent Gbagbo
chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, c'est d'actionner les accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, demandant à la France d'assister la Côte d'Ivoire pour combattre l'attaque de la rébellion, qu'il considère comme une attaque d'un pays étranger. La France refuse, bien sûr, en partant du principe que les rebelles sont des Ivoiriens. Mais elle refuse aussi parce qu'en réalité, elle soutient la rébellion contre Gbagbo. Mais je vous cite ces faits-là pour que vous vous rendiez compte que la classe politique ivoirienne a, pendant très longtemps, essentiellement fonctionné en relation avec la France. C'est-à-dire que la politique internationale de la Côte d'Ivoire, pour toutes les familles politiques, a pendant très longtemps été une politique de négociation avec la France. Ce que la Côte d'Ivoire pouvait faire en dehors du territoire ivoirien passait toujours par une espèce d'accord ou de désaccord avec la France. La France a été et fait tout pour demeurer le tuteur géopolitique, géostratégique et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Quand le président Bédié est renversé en 1999, où est-ce qu'il va? Il fait comme le président Gbagbo dans les années 80, il vient en France. Il vient en France aussi pourquoi? Mais il y a fait ses études. Il vient en France pourquoi? Parce que le PDC-RDA est devenu un allié de la 5e République française. Que ce soit un président de gauche ou de droite qui est à la tête de l'Élysée, le PDC-RDA, qui était au pouvoir pendant 33 ans, a fait de la Côte d'Ivoire un partenaire privilégié, une chasse gardée, et bien de l'influence française. Donc, c'est tout naturellement qu'Henri Konan Bédié, lorsqu'il est chassé du pouvoir en 99 par les amis d'Alassane Draman Ouattara dans l'armée, il vient en France. Vous voyez à quel point même le PDC-RDA, même dans l'opposition, le PDC-RDA est resté tributaire de la France. Maintenant, je voudrais parler des relations entre Guillaume Soro et la France. Guillaume Soro n'a pas fait la plus grande partie de ses études ici. Il a fait la plus grande partie de ses études en Côte d'Ivoire. Contrairement à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, que je viens d'analyser. Mais ces relations avec la France, elles sont déterminées. Déjà, dans les années 90, nous étions contre le régime du PDC-RDA du président Houphouët-Boigny. La FECI, c'est un syndicat de gauche, de la gauche ivoirienne traditionnelle. Dans ces années-là, nous sommes naturellement associés au parti de gauche. Sur les campus ivoiriens, ce sont donc les idées de Laurent Gbagbo, de Zadi Zaourou, ce sont les idées de gens comme les Memel Fauter, ce sont les idées de gens comme les Désiré Tanoé. Ce sont ces idées qui s'imposent. Or, ce sont des leaders de gauche. Ce sont les idées du Parti communiste ivoirien, ce sont les idées du PIT de Francis Vautier, qui sont des partis de gauche. Ce sont ces idées-là qui s'imposent pour la jeunesse ivoirienne. Donc, c'est une jeunesse, à l'intérieur de la FECI du moins, qui grandit dans un anticolonialisme et un panafricanisme de principe. Or, qu'est-ce qui va se passer? Quand Guillaume Soro se retrouve allié d'Alassane Ouattara, à partir de 99, de 2000, de 2001, etc., de facto, il est du côté de l'alliance à la France qui opère du côté de Ouattara. Alors, si vous êtes panafricaniste de gauche et que vous êtes à la FECI, ben vous êtes allié à des Français, en général du Parti socialiste français, à des Français du Parti communiste français. Vous êtes allié à l'aile gauche de la France-Afrique. Mais c'est la France-Afrique. Parce que le Parti socialiste français n'est pas pour l'indépendance totale de l'Afrique francophone. Il faut que vous le sachiez. Les socialistes français n'ont jamais été pour l'indépendance totale de l'Afrique francophone. Les socialistes français ont maintenu le système de la France-Afrique avec autant d'ardeur et de vigueur que les gaullistes français. Il faut que vous compreniez cela. Donc, ce n'est pas parce que tu es allié à Ouattara que tu es allié au bon côté de l'élite politique française. Ce n'est pas parce que tu es allié à Gbagbo que tu es allié dans les années 90-2000 au bon côté de l'élite politique française. Il n'y a pas de bon côté de l'élite politique française de gouvernement. Les Français de gauche comme de droite, dirigeant la France, ont toujours tout fait, même du centre comme Macron, ils ont toujours tout fait pour maintenir l'Afrique. Chasse gardée de la France. Maintenir le précaré et l'influence. Donc que vous soyez dans les années 90, pro-Gbagbo, ou que vous soyez pro-Ouattara, vos alliances en France vous amènent toujours à être en contact avec des dirigeants français de gauche ou de droite qui, au fond, ne veulent pas de l'indépendance de l'Afrique. François Mitterrand ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. Lionel Jospin ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. François Hollande ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. Pourtant, ce sont les principaux responsables du Parti socialiste français que je viens de citer.
De la même façon, De Gaulle ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Giscard d'Estaing ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Jacques Chirac ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Emmanuel Macron ne veut pas de l'indépendance de l'Afrique. Donc, en fait, toute la classe politique de gouvernement en France est néocolonialiste. Et il a fallu du temps pour que cette idée devienne une idée commune, une idée populaire. Parce que dans la plupart des pays africains, il était de tradition d'essayer de chercher des soutiens. Quand on a un parti de gauche, des soutiens dans la gauche française pour gouverner l'Afrique. Et quand on est un parti de droite, de libéral ou un parti du centre, il était de tradition de chercher le soutien des centristes français ou des droitistes français pour gouverner un pays africain. Or, en fait, que vous alliez vers l'élite française de la gauche ou que vous alliez vers l'élite française de la droite, vous tombez systématiquement sur les néocolonialistes. Et ce n'était pas clair dans la tête des gens, jusqu'à ce que cela arrive. Chez le président Guillaume Soro, il y a eu à un moment donné l'espoir que le fait que le président Emmanuel Macron soit un homme politique jeune, l'espoir que celui-ci sorte des sentiers battus de la France-Afrique et fasse une politique nouvelle avec l'Afrique. Chez Guillaume Soro, il y a eu un moment d'espoir que Macron serait un allié du renouvellement générationnel de la classe politique africaine. Mais cet espoir a été vite déçu, puisqu'Emmanuel Macron s'est avéré le plus médiocre, le pire des présidents france-africains de la France. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire sur le plan international de la différence entre Soro et Gbagbo? C'est que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo font partie des Ivoiriens qui sont complètement guéris de la tentation d'espérer quelque chose de la France. Ils sont complètement guéris. Laurent Gbagbo qui est là, il ne compte pas sur le Parti socialiste français pour gagner la bataille politique en Côte d'Ivoire. Avant, il comptait. Jusqu'à se rendre compte que Jospin et Chirac pouvaient s'entendre pour l'écraser, lui Gbagbo. Avant, il comptait. Hein. Il pouvait penser que parce qu'il a son ami Guy Laberty, parce qu'il connaît Emmanueli, le Parti socialiste va le défendre. Quand il s'est retrouvé sous les canons français et que les socialistes n'ont rien fait, Laurent Gbagbo a compris qu'il n'y a plus jamais à compter sur la France. Guillaume Soro, lorsqu'il était avec Alassane Dramane Ouattara, avait le soutien de la droite de gouvernement française. Donc, la droite de gouvernement française, c'est Chirac. La droite de gouvernement française, c'est Sarkozy, n'est-ce pas? Mais quand lui, Guillaume Soro, s'est retrouvé en difficulté et qu'il a pensé, par solidarité de génération, qu'Emmanuel Macron pouvait être à ses côtés, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été chassé de France par Emmanuel Macron. Donc, les deux hommes politiques dont je vous parle ce matin, ils sont guéris de la tentation française. Je dis bien guéris. L'obsession française de la classe politique ivoirienne, là. S'il y a deux hommes politiques qui vont délivrer la Côte d'Ivoire de cette obsession, c'est Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Parce qu'ils ont tout vu dedans. Vous comprenez? Voilà pourquoi le premier argument qui disait ils ne peuvent pas aller ensemble parce qu'ils se sont combattus. Cet argument, quand on analyse en profondeur, on se rend compte que par une démarche personnelle, ces deux hommes d'État ont bien compris que s'ils veulent marquer l'histoire de leur pays, ils doivent s'entendre pour libérer ce pays de l'emprise néocolonialiste de la France. Et chacun des deux, Guillaume Soro comme Laurent Gbagbo, il s'est déjà lavé les mains de la France. Ils s'en sont déjà lavé les mains. Laurent Gbagbo, lui, depuis qu'il est sorti de prison à La Haye, est-ce que vous avez entendu qu'il a mis les pieds en France? C'est un message, hein? Vous avez entendu Laurent Gbagbo mettre les pieds en France? Bon. Depuis que Guillaume Soro a été chassé de France par Emmanuel Macron, au mépris même des lois françaises, est-ce que vous avez encore entendu que Guillaume Soro demande un visa français? Ce sont des messages qu'il donne à la classe politique française. Nous, on arrive pour délivrer le pays de vous. PPAC et GPS sont alignés sur la même ligne anticolonialiste, anti-impérialiste, souverainiste. La ligne souverainiste, anticolonialiste, anti-impérialiste qui s'affirme actuellement dans l'AES. C'est dans ça que nous sommes. Et il faut que vous compreniez cela. Voilà la profondeur de l'alliance. À partir de l'analyse de l'histoire politique intérieure et de l'histoire politique internationale. Voilà pour le premier argument. Voilà pour le premier argument. Ils sont condamnés à s'entendre parce qu'ils ont eu les mêmes désillusions.
Les mêmes désillusions intérieures, la manipulation par Ouattara, ils sont formés. Les mêmes désillusions extérieures, la manipulation par le néocolonialisme français, de gauche comme de droite, ils sont formés, ils sont prêts. Ils ont compris qu'ils ont la responsabilité de rendre ensemble la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Vous avez compris? Maintenant, je prends le deuxième contre-argument, parce que nous sommes dans une dissertation. Dans une dissertation, nous autres philosophes, on commence par développer des arguments pour la thèse. Mais on n'oublie jamais les arguments de la thèse. Parce que quand on va faire l'antithèse, on va reprendre les arguments de la thèse pour montrer leurs limites. Je suis dans l'antithèse actuellement. Je suis en train de vous montrer les limites de la thèse qui a été avancée. Bon, on prend le deuxième argument, l'argument de la concurrence politique personnelle, la compétition politique. Oui, le président Gbagbo veut être à nouveau président de la République. Oui, le président Guillaume Soro veut être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et certains pensent que le fait que le président Gbagbo et le président Soro aient la même ambition signifie par définition qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Or là, c'est ne pas comprendre le principe du pluralisme démocratique. Si on se bat pour sauver la Côte d'Ivoire, rendre la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire, l'un des aspects de la souveraineté, c'est le droit du peuple de choisir librement ses dirigeants. Or, un peuple ne peut pas choisir librement ses dirigeants si on n'a pas laissé s'exprimer toutes les sensibilités politiques. Si on étouffe a priori les différentes sensibilités politiques, l'expression souveraine du peuple est bridée. Donc, si on veut imaginer une alliance de l'opposition, il faut d'abord que ce soit à partir de l'expression de la diversité, justement, des opinions, la diversité des idéologies, la diversité des programmes et des projets. L'alliance de l'opposition se construit dans le système politique tel qu'il est, en tout cas dessiné aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à partir du deuxième tour. Exactement comme ça s'est fait en 2010. C'est au deuxième tour que le président Bédié et le président Ouattara se sont alliés contre le président Laurent Gbagbo. Ils ne pouvaient pas s'allier au premier tour. S'il y a donc une alliance politique derrière une candidature, elle sera déterminée par le premier arrivé. C'est dans ces conditions qu'un débat sur l'alliance politique est envisageable. Mais le fait que le président Gbagbo et le président Guillaume Soro veuillent être candidats dès le premier tour de l'élection présidentielle donnera l'occasion à tout le monde de se peser et par la suite de négocier en conséquence. Et on se bat justement pour que la politique en Côte d'Ivoire ne soit pas frappée d'exclusion. On se bat pour que tous ceux qui ont le droit d'aspirer à des fonctions politiques en Côte d'Ivoire s'expriment et que le peuple, le seul arbitre, le seul qui est chargé de la dévolution du pouvoir, décide. Donc, au contraire, la preuve que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo s'entendent, c'est qu'ils se soutiennent mutuellement contre l'exclusion. La preuve qu'ils s'entendent, c'est qu'ils acceptent d'aller à une élection présidentielle où les Ivoiriens diront celui qui est le mieux placé des deux pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et il sera encore plus facile pour celui qui n'est pas le mieux placé des deux de soutenir l'autre. Parce que le peuple aura tranché à l'occasion de cette consultation. C'est comme cela qu'on fait de la politique propre. La politique saine. On l'a fait dans la concurrence loyale. Pas dans la concurrence déloyale. Pas dans l'intimidation. Et c'est d'ailleurs en ce sens que le président Gbagbo fut célèbre par une formule qu'il a employée autrefois. Il a dit ceci, autrefois, répondant au Houphouët-Boigny Félix. Le grand frérisme n'est pas un humanisme. Je reprends la citation des propos du président Gbagbo. Le grand frérisme n'est pas un humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule? Chez nous, en politique africaine, au lieu de laisser les citoyens s'exprimer, on a tendance à vouloir utiliser le droit d'aînesse pour éliminer tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, exprimer un point de vue différent de nous. Non, tu es encore jeune, votre temps viendra. Voilà comment en Afrique, il y a des gens qu'on dit jeunes, ils ont 60 ans. J'ai même vu, à un moment donné, au PDCI, quelqu'un qui était KKB, il était le principal dirigeant du mouvement de jeunesse. Il avait déjà plus de 50 ans. Comment à plus de 50 ans? Moi, j'en ai 53. Vous pouvez me présenter comme le dirigeant du mouvement de jeunesse d'un parti politique. Plus d'un demi-siècle est déjà passé derrière moi. Quand Laurent Gbagbo dit que le grand frérisme n'est pas un humanisme, il veut dire qu'il faut laisser s'exprimer le pluralisme. Laissez ceux qui veulent aspirer aux fonctions politiques s'exprimer. Eux-mêmes vont voir
par les suffrages qu'ils vont obtenir, qu'est-ce qu'ils représentent, ce qu'ils représentent réellement dans le pays. Et en fonction de cette représentation réelle, ils vont évaluer eh bien, leur manière de participer possiblement aux étapes futures de la vie des institutions. Voilà le principe du pluralisme démocratique expliqué. Si donc Gbagbo et Soro sont alliés, c'est parce qu'ils sont pluralistes. C'est parce qu'ils veulent respecter ce que le peuple ivoirien va dire. S'ils sont alliés, c'est pour permettre la naissance d'une Côte d'Ivoire où être candidat à la présidence de la République ne sera plus un crime de lèse-majesté. Vous avez vu Alassane Ouattara? Alassane Ouattara menaçait des Ivoiriens d'oser être candidat indépendant. Alassane Ouattara menaçait des citoyens ivoiriens. Le premier qui va s'amuser à être candidat indépendant, il aura affaire à moi. Et ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi. Est-ce que ça peut se dire dans un système politique de pluralisme? Est-ce qu'on peut tenir un tel langage dans un système politique dit démocratique? Menacer des citoyens au motif qu'ils oseraient, qu'ils envisageraient d'être candidats indépendants. Alassane Ouattara, par cette seule boutade, par cette seule menace formulée contre les candidatures indépendantes à la présidence de la République, a avoué que le système politique ivoirien actuel est tout sauf pluraliste, tout sauf démocratique. C'est une dictature abjecte. C'est un système vicié. Donc, le deuxième argument que les pessimistes avançaient pour penser que l'alliance ne tient pas. Cet argument ne tient pas. Au contraire, l'alliance tient parce que le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro tiennent à montrer que la concurrence politique loyale peut avoir lieu en Côte d'Ivoire, qu'elle peut avoir lieu en Afrique. Ils sont alliés contre l'exclusion. Et ils se présenteront devant le peuple ivoirien qui donnera à chacun sa rétribution lors du premier tour d'une élection présidentielle. Et à l'issue de ce premier tour, il sera possible de discuter de l'éventualité ou de la nécessité d'alliances politiques dans le cadre de l'opposition. Voilà ma réponse à la deuxième objection. Maintenant, on passe à la troisième objection. Dans la thèse, on disait que cette alliance-là, eh bien, elle ne peut pas, elle aura beaucoup de mal à marcher. Pourquoi? Parce que en face, il y a le tout-puissant monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est tellement puissant que vraiment les deux là, de toutes les façons, ils ne peuvent pas le renverser. Ok. Mais connaissez-vous un dirigeant politique qui n'était pas très puissant au moment où on l'a renversé? Connaissez-vous un dirigeant politique qui, au moment où on l'a renversé, n'avait pas de force? Prenons le premier coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne croyaient pas qu'un coup d'État puisse avoir jamais lieu un jour en Côte d'Ivoire. J'ai eu une conversation célèbre avec un de mes doyens, très proche, dont je tairai le nom. 6 mois avant le coup d'État de 99, je crois qu'on était comme ça peut-être au mois de juin 1999 en Côte d'Ivoire. J'étais assis sur une terrasse avec ce doyen. Je lui dis, doyen, selon mes analyses, le président Bédié là va être renversé. Il y a un coup d'État qui se prépare contre lui pour le faire tomber. Le doyen me dit, Franklin, le jour où ça arrive, je te consacre grand analyste politique. Parce que dans ce pays de Houphouët-Boigny, qui est un pays de paix, d'hospitalité, un pays d'amour, ça là, ça ne peut pas arriver. Et moi, je lui disais, c'est précisément parce que vous avez pensé que la paix, la solidarité, l'amour sont des vertus morales qui suffisent à rendre les gens bons. Et que vous n'êtes pas en train de prendre des dispositions pour que ces vertus se traduisent par des structures de vigilance, des structures d'action. Vous serez surpris. Le pouvoir là, il va tomber. Quand, le 24 décembre 1999, ce pouvoir tomba, le doyen m'appela avec honnêteté, sincérité et me consacra excellent analyste politique. Parce qu'en plus, je lui avais donné les raisons pour lesquelles je pensais que le pouvoir Bédié allait tomber. Il allait tomber, disais-je, parce que c'était un pouvoir qui était animé d'une très grande certitude. Il avait une excessive confiance en lui-même. Il allait tomber parce que c'était un pouvoir qui ne s'était pas rendu compte qu'il y avait déjà eu des tentatives de renverser le PDC-RDA dans le passé et que ces tentatives continuaient à être menées par les mêmes. Moi, j'avais bien vu qu'en 1993, c'était Alassane Ouattara. J'ai bien vu qu'en 1994, il va créer le RDR, c'est Alassane Ouattara. J'ai bien vu qu'en 1995, il fait le Front commun avec Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. Je voyais très bien comment
la politique de l'ivoirité menée sous le président Bédié était exploitée par Alassane Ouattara pour se positionner comme la grande victime de tout. Et que cela se traduisait désormais par la méfiance entre les Ivoiriens, y compris dans l'armée, dans les armées ivoiriennes. Et je disais à mon doyen, cette affaire, s'il va finir par un coup d'État, eh bien, le président Bédié sera surpris. Cela arriva. Donc, pour revenir à Alassane Ouattara aujourd'hui, tout le monde a le sentiment qu'Alassane Ouattara est tout puissant, qu'il n'a jamais été aussi puissant. On a exactement le sentiment qu'on avait sous Henri Konan Bédié en 1999. Alassane Ouattara peut mettre en prison maintenant en Côte d'Ivoire qui il veut. Il attrape qui il veut. Dès que tu le contredis, il a même menacé. Si tu es candidat indépendant, je te fous en prison. Alassane Ouattara a atteint le summum de sa toute-puissance. Or, c'est quand tu atteins le summum de ton orgueil, à la manière de Nabucodonosor dans la Bible, c'est quand tu arrives à la dimension de Ouattara là, où tu crois que tu es inatteignable, c'est là que tu atteins le moment suprême de ta fragilité. C'est alors là que la roue de l'histoire se retourne violemment. Et toi qui étais en haut, tu te retrouves en bas. Alassane Ouattara a atteint ce pinacle-là. Il ne peut pas aller plus loin. Il a avoué un jour que lui, il aurait voulu être empereur de Côte d'Ivoire. Il aurait voulu être empereur de Côte d'Ivoire. Il a atteint. Alassane Ouattara est maintenant empereur. Qu'est-ce qu'il peut être d'autre? Il ne peut être qu'ancien empereur. Il ne peut pas monter plus que ça. Il a voulu monter au niveau de la CEDEAO, monter au niveau de la sous-région, on l'a fait descendre. Et maintenant, il est dans la pente descendante. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux Ivoiriens? Il a tout fait. La seule chose qui puisse arriver de nouveau à Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est de perdre le pouvoir. Alors pourquoi Alassane Ouattara va-t-il perdre le pouvoir? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est parce que Alassane Ouattara n'a plus d'appui dans la sous-région ouest africaine. Il a perdu tous ses appuis, les plus sûrs. Avant, il pouvait s'appuyer sur le Burkina Faso, s'appuyer sur le Mali. Il pouvait s'appuyer sur la religion musulmane. Il pouvait s'appuyer sur la tradition malinké pour se donner un hinterland puissant dans l'Afrique de l'Ouest. Or, aujourd'hui, Alassane Ouattara est reconnu comme le plus grand ennemi public de tous les peuples ouest-africains. Il est détesté en Guinée, détesté au Mali, détesté au Burkina Faso. Alassane Ouattara est détesté dans toute l'Afrique. C'est le chef de l'État le plus vomi de l'Afrique contemporaine. Même le vieux dictateur camerounais Paul Biya n'est pas autant détesté par les Africains que Ouattara Draman. Ça, c'est un. Deuxièmement, le grand soutien d'Alassane Draman Ouattara, c'est qui? C'est le néocolonialisme français. Mais le néocolonialisme français est en perte de puissance en Afrique. La France n'a jamais été autant faible en Afrique qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, le bras séculier de la France, soutenant Alassane Draman Ouattara, est encore plus faible. Car en fait, s'il y a un pays où jamais un coup d'État ne devait arriver, c'est le Niger. Mohamed Bazoum bénéficiait de la double couverture militaire de la France et des États-Unis d'Amérique. Il avait une immense base de drones américaines sur son sol à Agadez. Il avait une immense base militaire française dans la capitale Niamey. Il est quand même tombé. Pourquoi? Parce que l'armée française n'a plus les soldats qui sont prêts à mourir au front en Afrique. Ah oui! Pendant très longtemps, de toute façon, l'armée française, pour ses guerres, a utilisé la chair à canon africaine. Maintenant, la chair à canon de l'armée française, elle est faite de soldats franco-français, pour la plupart, et qui aiment bien rentrer le soir à la maison, regarder la télé, avec leurs femmes et leurs enfants. Donc la France a perdu la capacité de faire risquer la vie de ses hommes sur tous les fronts. Parce que la doctrine militaire de la France elle-même s'est modifiée avec la perception de soi du soldat français, qui est un citoyen moderne, et à qui on peut de moins en moins faire n'importe quoi. Donc Alassane Draman Ouattara, ceux sur qui il compte, ils ne seront pas là quand ça va chauffer pour lui. C'est la deuxième raison. Paris ne le sauvera pas. Paris ne le sauvera pas. Parce que Paris est dans une position de faiblesse inégalée dans l'histoire. Si Paris était si puissante que ça, si Washington était si puissante que ça, Bazoum n'aurait pas été renversé. Ouattara le sait. Voilà le deuxième élément de sa faiblesse. Troisième élément de la faiblesse de Ouattara. Mais il a perdu le charme qu'il exerçait sur les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a construit son personnage politique ivoirien sur l'idée qu'il serait le grand défenseur des nordistes. Il a fabriqué le nordiste et ensuite il l'a manipulé, il l'a écrasé. Or, Alassane Ouattara est le plus grand persécuteur de fils et de filles du Nord.
Il est le plus grand emprisonneur de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Il est le plus grand assassin de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Donc Alassane Ouattara, là, il a perdu la confiance des populations du Nord, de la Côte d'Ivoire. Elles font semblant de lui obéir. En réalité, elles sont soumises par peur de se faire brutaliser. Ces populations rejoignent par là celles du centre, celles du sud, celles de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur un seul fait. Au meilleur moment possible, il faut venger l'honneur du peuple ivoirien en se débarrassant du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est l'opinion la plus répandue. Si vous menez une enquête par sondage anonyme dans le peuple de Côte d'Ivoire, l'opinion majoritaire chez les Ivoiriens, c'est qu'Alassane Ouattara est un ennemi de l'Afrique, est un ennemi du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire ne sera debout que quand Alassane Ouattara, eh bien lui, son pouvoir sera couché. Vous comprenez? C'est un président dont le mépris, l'arrogance, l'autosuffisance ont engendré un rejet profond chez les Ivoiriens. Quand vous les voyez devant lui, même les têtes couronnées qui baissent la tête là, c'est de l'hypocrisie absolue. Les Ivoiriens guettent Ouattara. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va tomber. Enfin, le quatrième argument, disait-on, en défaveur de l'alliance entre le président Soro et Gbagbo, croyait-on, c'est l'atmosphère internationale. Est-ce que le président Soro et Gbagbo bénéficie d'une puissance suffisante pour faire face à Alassane Dramane Ouattara? D'abord, le président Guillaume Soro est de tous les hommes politiques ivoiriens celui qui a anticipé les révolutions ouest-africaines. De tous les hommes politiques ivoiriens, il est même celui qui a apporté sa modeste expérience au succès des révolutions ouest-africaines. De tous les hommes politiques ivoiriens, l'un de ceux qui peut ramener de l'AES tout le gain de l'expérience de combat de ces peuples-là pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est celui qui est à Bamouania, Guillaume Kibafori Soro. Intimement lié, proche et engagé aux côtés des présidents Tiani, Traoré et Goïta pour la libération de l'Afrique. Guillaume Soro mouille le maillot. Parce qu'il sait que c'est dans ces conditions que l'Interland sahélien pourra être avec la Côte d'Ivoire en une alliance forte. Imaginez un accord de coopération entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Imaginez ce que ce sera pour toute la sous-région. Une coopération maximale entre la République de Côte d'Ivoire et l'Alliance des États du Sahel, voire l'adhésion même de la Côte d'Ivoire à l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez tous les ports de l'océan Atlantique qui s'ouvrent. Vous voyez toutes les possibilités de coopération réussie entre tous ces pays-là qui vont s'ouvrir. Vous les voyez ou pas? Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous pensons que c'est une alliance opérationnelle. Enfin, il y a un élément psychologique important. L'expérience nous a permis de savoir que le président Guillaume Soro et le président Gbagbo ont une qualité en commun. Franchement, c'est une qualité qui est très importante. Leur amour pour la Côte d'Ivoire leur permet de dépasser leur rancœur personnel. L'amour que ces deux hommes d'État ont pour la Côte d'Ivoire est une force qui leur permet de transcender leur rancœur personnel. Le président Laurent Gbagbo, s'il n'avait pas cette dimension, il n'aurait jamais accepté de construire un gouvernement d'union nationale à travers l'accord de paix de Ouagadougou en 2007. Accord de paix qui a permis à Guillaume Soro d'être Premier ministre sous le président Laurent Gbagbo. Cet accord-là n'aurait pas été possible si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'étaient doués de la capacité de se dépasser au nom du pays. Ils ont conservé cette capacité et c'est une chance. Ce sont des hommes d'État qui peuvent prendre des décisions objectivement bonnes pour le pays. Et ce sont des hommes d'État qui sont capables de prendre des risques quand ils ne sont pas d'accord. Cela les rapproche. Tout comme les rapproche l'enseignement de l'histoire. Leurs désillusions respectives les rapprochent. Le deuxième élément extrêmement important, c'est que ces deux hommes d'État sont ancrés dans le développement d'une Côte d'Ivoire en rapport avec le monde multipolaire. Avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, à la tête de la Côte d'Ivoire, on doit imaginer une Côte d'Ivoire qui va saisir plus d'opportunités que la Côte d'Ivoire actuelle, maintenue en situation de caniche de la France-Afrique, caniche de l'impérialisme occidental.
des ouvertures magnifiques sur le Brésil, sur la Fédération de Russie, sur la République populaire de Chine, des ouvertures magnifiques dans la coopération avec la révolution bolivarienne en Amérique latine, des ouvertures magnifiques de coopération avec tous les autres mouvements, souverainistes africains. Ces perspectives-là seront déployées. C'est une Côte d'Ivoire puissante qui est en potentielle émergence avec ces deux hommes. Donc, voilà en reprenant les principaux arguments contre, les raisons de penser que c'est une alliance qui est politiquement viable. Enfin, c'est une alliance qui est politiquement viable parce que ce sont des hommes d'État qui ont déjà commandé à toute la Côte d'Ivoire. Ils ont un avantage, c'est l'expérience de l'État. Le président Gbagbo ne revient pas solliciter les suffrages des Ivoiriens comme s'il ne savait pas ce que c'est qu'être président, il l'a déjà été. Le président Guillaume Soro ne vient pas devant les Ivoiriens pour demander une fonction qu'il n'a au fond jamais exercée. Il l'a quasiment exercée quand il était à la tête de presque 60% du territoire national ivoirien. Il a été Premier ministre de la transition ivoirienne. Et cela sous les présidents Gbagbo et Ouattara. Donc en fait, l'avantage qu'on a avec ces deux hommes-là, c'est que de tous les hommes politiques ivoiriens actuels, ils sont ceux qui ont la plus profonde, la plus longue expérience de l'exercice du pouvoir d'État, parmi les leaders de l'opposition. Donc, avec eux, les choses peuvent aller très vite et elles peuvent aller très bien, d'autant plus qu'ils sont libérés psychologiquement de la France. Ils sont psychologiquement libérés du néocolonialisme français. Plus personne d'entre eux n'espère gouverner la Côte d'Ivoire avec le soutien de la puissance néocoloniale. C'est un élément fondamental qui nous oblige à soutenir l'alliance entre le PPACI du président Laurent Gbagbo et Génération et Peuple Solidaire du président Guillaume Kibafori Soro. Dans ces conditions, nous pouvons conclure cette émission. C'est ce que je voulais démontrer. Je voulais démontrer que quand on fait une analyse en profondeur, on comprend que ce soit vraiment la solution majeure pour libérer la Côte d'Ivoire, cette alliance entre le PPACI et GPS. Et cette alliance-là est une alliance de politique rationnelle, mais aussi de politique morale. C'est d'un point de vue rationnel et d'un point de vue moral que pour reconstruire la Côte d'Ivoire, il faut souder la gauche, révolutionnaire panafricaniste ivoirienne. Il faut la souder et ne plus jamais laisser le virus de l'exclusion se glisser en elle. Oui, je conclus en disant que l'alliance entre le président du PPACI, Laurent Gbagbo, et le président de GPS, Guillaume Kibafori Soro, dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, est une combinaison gagnante pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai donné les raisons. Premièrement, parce que ces deux hommes politiques ont tiré toutes les leçons de leur mésaventure et de la manipulation de l'identité ivoirienne qui les a opposés, leur a cogné les têtes sur pratiquement 30 années de vie politique ivoirienne. Ils ont tiré les leçons. Deuxièmement, parce que tous sont d'accord pour que la Côte d'Ivoire nouvelle soit celle où le pluralisme politique pourra s'exprimer et où les alliances seront faites sur la base d'un rapport de force sain, d'une concurrence loyale. Troisièmement, parce que ces deux hommes politiques, en effet, se sont délivrés du néocolonialisme français et sont déterminés à aller vers la même dynamique que l'Alliance des États du Sahel pour la souveraineté panafricaine. Enfin, quatrièmement, c'est une alliance gagnante parce que ce sont des hommes qui connaissent l'État de Côte d'Ivoire, qui l'ont dirigé au plus haut niveau. Et ce sont des hommes qui peuvent être obéis par le peuple. Cette alliance est opérationnelle et elle est une molécule forte de la libération ivoirienne parce qu'elle rend au peuple de Côte d'Ivoire la perspective d'une sortie de crise, avec la garantie d'aller vers un système politique où l'exclusion ne sera plus jamais une arme, une bombe à retardement. C'est pour ces raisons que j'ai délivré ce matin cette conférence, afin de féliciter leurs excellences, les présidents Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le président Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, pour l'effort, la sagesse, la détermination, le courage de vaincre qui les anime en
s'associant dans le mouvement Trop c'est trop. Je salue du même coup le président du PDC-RDA, Tidiane Thiam, qui lui aussi a compris, après être passé par la moulinette de la roublardise, de la méchanceté d'Alassane Dramane Ouattara, la nécessité de refaire du PDCI un parti de lutte. En se rapprochant du président Laurent Gbagbo d'une manière évidente, et donc en adhérant au mouvement Trop c'est trop, le président du PDCI a compris qu'il y a une priorité pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est la restitution de sa souveraineté. J'ose espérer que l'extrême dépendance du président Tidiane Thiam envers les néocolonialistes français ne va pas l'amener à battre en retraite à un moment donné de l'Alliance. Ce qui serait dommage pour lui et pour le PDC-RDA. Car en fait, il faut tenir bon. Et pour tenir bon, en politique en Afrique, il ne faut pas compter sur Paris. Toute personne qui compte sur des gens basés ici en France, là, dans la classe politique de droite, de gauche et du centre français, pour un changement en Côte d'Ivoire, n'est pas encore libéré. Il ne faut pas compter sur eux. Il faut compter sur l'alliance africaine, l'alliance ivoirienne. Il faut compter sur les véritables relations anti-impérialistes, anticolonialistes, historiques, pour libérer l'Afrique. Pas sur des familles de l'oligarchie france-africaine, de gauche, de droite ou du centre. Et c'est le seul bémol que moi je mets sur l'actuel président du PDCI, parce qu'il n'a pas encore fait son deuil du soutien politique français. Alors que Laurent Gbagbo a fait ce deuil, et Guillaume Soro a fait ce deuil. Pour lutter pour la libération de la Côte d'Ivoire, il ne faut compter sur aucune puissance néocoloniale, aucune puissance impérialiste. Aucune. Il ne faut compter que sur des puissances anticolonialistes, anti-impérialistes, des puissances panafricanistes. Là, on mène la lutte en sachant pourquoi on se bat, pourquoi on donne des coups et pourquoi on en reçoit. Donc, vive le mouvement Trop c'est trop. Vive le PPACI, vive Génération et Peuple Solidaire. Vive les présidents Gbagbo Soro. Vive toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens déterminés à rendre la Côte d'Ivoire au peuple africain de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aux générations et peuples solidaires de Côte d'Ivoire. Ce devoir, c'est notre devoir en tant que fils de l'Afrique, en tant que fils adoptif de la Côte d'Ivoire, en tant que soldats de la souveraineté africaine. Accomplissons ce devoir, soutenons le mouvement Trop c'est trop. Soutenons les leaders ivoiriens dans cette phase critique de l'histoire de ce pays. Partage la vidéo et puis abonne-toi.